ramenez-nous un peu en arrière, au 570. Au VIe siècle? Au VIe siècle, c'est en 534 qu'il y a eu le premier hôpital qui a été fondé à Lyon, mais qui n'était pas sur le site actuel de l'Hôtel-Dieu. Il était vers Saint-Paul, cet hôpital. Oui. Mais là, nous n'avons pas beaucoup de souvenirs. Le plus important, ça a été la construction de l'Hôtel-Dieu en 1185 par les frères pontifes, où il y a eu à ce moment-là un petit hôpital et un accueil pour les passants qui arrivaient à Lyon, et après la fin de la construction du pont de la Guillotière, qui avait été fait par les frères pontifes. C'était dans le fond une simple infirmerie. Voilà. Et après, c'est devenu un petit peu plus structuré, et c'était l'hôpital de Notre-Dame du Pont-du-Rhône. Notre hôpital de Notre-Dame de Pitié. Ah oui. Et du Pont-du-Rhône. J'en oublie toujours un morceau. Et c'était tombé, puisque c'est devenu l'Hôtel-Dieu, on appelait l'Hôtel-Dieu, mais nous avons repris, nous, après le Concile, et après, en 1983, donc là, je vous fais un bond sur des siècles, au moment où nous avons fait nos constitutions définitives, et je vais peut-être trop vite, là, dans l'histoire. Hein. Ça va très bien. Donc, vous avez repris. Et alors, c'est là que nous avons pris le nom de sœur hospitalière de Notre-Dame de Pitié. Alors, on n'a pas mis le pont du Rhône, Notre-Dame de Pitié de Lyon. Parce que depuis un certain nombre d'années, c'était les sœurs hospitalières de Lyon. Oui. On ne disait pas les sœurs de l'Hôtel-Dieu, puisqu'on a été fondé au niveau de l'Hôtel-Dieu. Et la première démarche qui a été faite par un groupe de servantes de l'Hôtel-Dieu qui vivaient en communauté, cette première démarche remonte à 1665. Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme caractéristique? Alors, comme caractéristique, elles ont voulu se distinguer des autres personnes qui vivaient dans leur... où il y avait des familles, où il y avait des personnes seules qui vivaient là à l'Hôtel-Dieu, et elles ont fait cette demande en décembre 1665 auprès des recteurs de l'Hôtel-Dieu de vivre toute leur vie à l'Hôtel-Dieu sans autre récompense que celle qui leur serait accordée dans le temps futur, pas vivre à l'Hôtel-Dieu pour avoir leur vie, sans autre récompense que le service de Dieu. Et avec des vœux qui étaient définitifs. Qui n'étaient pas définitifs, qui étaient des promesses. Et elles étaient sous l'obédience de l'administration civile et non pas de l'administration religieuse. Voilà. Alors il y avait un point très important. C'était très important et les hôpitaux se défendaient de ça, mais l'archevêque de Lyon a été au conseil d'administration à cette époque-là, jusqu'à la Révolution, je crois. Et après, il a eu des difficultés, l'archevêque de Lyon, d'imposer sa volonté sur le groupe des religieux de l'Hôtel-Dieu, n'est-ce pas? Et oui. Et l'avantage, c'est qu'elle devait obéir au directeur des hôpitaux et non pas à l'évêque. Non pas à l'évêque, mais l'évêque avait nommé dans les hôpitaux des aumôniers. Bien sûr. Et le premier, ils étaient plusieurs, et le premier aumônier faisait un peu fonction de supérieur de la communauté. C'était un référent pour l'administration. Limite le point de vue autorité. Voilà. Et alors, tout ceci a été très opérationnel. Le maximum de sœurs se situe quand? Autour de 1900. C'était près de 1000, non? 1000 sœurs. 1000 sœurs autour de 1900. Au moment de la séparation de l'Église et de l'État, il y en avait à peu près 1000. Quels étaient les rapports avec l'hôpital en termes de contrepartie du service rendu? Vous aviez un petit salaire ou quoi? Alors, nous avions la nourriture, le logement, ce qui était stipulé dans le contrat
qui a été signé en 1668, tant en santé qu'en maladie. Ça voulait dire que, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de retraite, hein, il n'y avait pas la retraite à 60 ans, et que les sœurs, elles continuaient à servir dans la mesure de leurs possibilités, tant qu'elles étaient autonomes, Et qu'elles on voyait pouvaient bien rentrer. dans les services des vieilles sœurs Les vieilles sœurs. qui repassaient les sarraux. Et oui, elles avaient faisaient toujours une des petite petits activité où elles finissaient aussi à la lingerie, mais dans chaque hôpital, parce qu'on n'a pas parlé des différents hôpitaux jusqu'à maintenant, dans chaque hôpital, il y avait des sœurs reposantes. C'était les sœurs qui ne pouvaient plus avoir d'activité dans les services. Voilà. Et après, d'ailleurs, il faudra prendre une image de cela. Après, les hospices se chargeaient des obsèques des sœurs. Et il y a un cimetière qui est réservé à cela, qui a tout un espace dans le système des guillotines. Et c'est très remarquable de voir les troncs. On pense un peu au cimetière militaire, c'est vrai. Les sœurs étaient des soldats pour lutter contre la maladie. Oui. Il y a deux types de sœurs inhumées. Il y a celles qui ont 80 ans, qui avaient 80 ans à leur mort, et celles qui avaient 18 ans. Ah oui, parce que, hélas... Parce que c'était une hécatombe sur ces sœurs qui arrivaient de la campagne du Bonheur et qui tombaient dans des tuberculeux cachant leurs poumons et mouraient de granules pulmonaires dans les 15 jours. Ah oui. C'est très émouvant de le voir. Oui, et puis à l'hôpital, je m'excuse, l'hôpital de la Croix-Rousse, il y avait tout le service des contagieux. En plus, Et il y a eu beaucoup de sœurs qui ont été victimes aussi des maladies contagieuses qu'elles ont soignées. Hein. Après avoir prononcé vos vœux, vous êtes rentré dans un hôpital. Oui. C'est l'hôpital de la Croix-Rousse. Alors, à l'hôpital de la Croix-Rousse, puisque nous avions le noviciat à De Brousse, et puis après, à la Croix-Rousse, il y avait un service qui était un petit peu un service école d'application où nous étions initiés aux soins des malades en tant que sœurs, et nous passions un petit peu dans toutes les fonctions dans le service. Alors nous avions la semaine où nous faisions la cuisine, à l'époque. La semaine où nous faisions le ménage, où nous relevions les cantines. Et puis les toilettes, nous n'étaient pas réservées à cette époque-là. Hein. Non, non, non. Mais on faisait les lits. Et alors le matin, quand on commençait à 7 h, de 7 h à 8 h, nous étions dans un service de cardiologie où il y avait beaucoup de malades qui avaient des infarctus, qui à ce moment-là restaient au lit sans bouger pendant plusieurs semaines. Alors faire les lits avec des malades qui ne bougeaient pas, c'était plutôt difficile et pénible. Je ne vous dis pas qu'à 8 h du matin, quand on avait fini les lits, on allait déjeuner et on avait faim. Et vous alliez à la messe à ce moment-là? Alors, nous avions la messe le matin à 6 h. Ah, c'était à 6 h. Et puis un service l'après-midi aussi. Alors, nous avions la messe à 6 h. À 6 h moins le quart, nous avions une petite homélie, une petite méditation. La messe à 6 h. Et puis à 6 h 30, nous partions dans les services. La c'est comme ça. contre-visite. Alors là, donc, je vous ai parlé des toilettes du début de la matinée, et puis après, nous faisions la matinée, et nous partions au réfectoire vers 12h15. Et le soir, vous Et le soir, alors on retournait en service à 3h30, et nous avions le repas à la communauté, au réfectoire de la communauté, qui avait la particularité, à cette époque-là, d'être commune avec l'administration. Je me souviens de ce grand réfectoire qu'on avait à la Croix-Rousse, un peu comme celui de l'Hôtel-Dieu, avec des tapisseries, des gobelins, et puis la grande table de la communauté, au fond, en travers la table de l'administration, et c'était le directeur qui tapait sur l'enclume pour annoncer la fin du repas.
C'est d'ailleurs assez curieux de voir que les administrateurs, le plus souvent francs-maçons, présidaient au repas religieux. Mais je passe sur le détail. C'était une époque. Et vous avez fait toute votre carrière à la Croix-Rousse? Eh bien, à la Croix-Rousse, non. Je suis partie 9 mois à l'hôpital de Gien. Ah, c'était beau ça. C'était beau, mais la mer ne m'intéressait pas. Vous avez connu Sœur Midasso? Ah non. Non, elle était déjà hors du circuit. Je suis allée à Gien en 63, début 63, D'accord. et j'en suis revenue au mois de septembre 63 pour monter à l'hôpital de la Croix-Rousse, où là, eh ben, je me suis retrouvée un mois, très peu de temps au niveau du service de cardiologie. C'était le docteur Pont qui était chef de service à cette époque-là, mais nous préparions l'ouverture du service des contagieux, ce qu'on appelait le CIR, les insuffisants respiratoires, avec le professeur Berthois, qui avait remplacé, lui, le professeur Sédaillan, qui était mort 2-3 ans avant. C'était le centre de la polio. Les polios. Alors là, dans ce pavillon qui a ouvert au mois de novembre, nous avons préparé les locaux, les installations du matériel, le ménage et tout ça, avec quelques personnes du service. Et puis, le transfert des malades, il y avait le service de Chalier, qui était le service des urgences à ce moment-là, qui était au rez-de-chaussée, et puis le service, la salle Malais, qui était le service des enfants, où il y avait beaucoup de polio, qui s'est retrouvé au rez-de-jardin du pavillon. Vous avez connu la bataille des machines à respirer. Ah, bien sûr. Alors, dites-nous quelques astuces, tout cela. Alors, bien sûr, vous parlez de l'évolution des appareils. Oui. Ah, ça, c'était... J'ai connu, je ne sais même plus, un poumon d'acier. Oui. Parce que les enfants qui arrivaient ne pouvaient pas être trachéotomisés quand ils étaient trop petits. Hein. Moi, j'ai connu une petite fille qui a été trachéotomisée à 3 mois. Non, elle n'a pas été trachéotomisée à 3 mois, elle est restée plusieurs mois dans le poumon d'acier. Et quand elle a été assez grande, parce qu'elle est arrivée à l'âge de 3 mois, elle a été trachéotomisée. Donc il y avait les poumons d'acier, et puis après les appareils classiques, qui étaient dans toutes les chambres, qui étaient des monuments, c'était les Angström. Alors là, ça faisait beaucoup de bruit. Le soufflet, les circuits aspirateurs, expiratoires, ça n'avait pas beaucoup de secrets pour nous, parce que quand les malades partaient, il fallait tout nettoyer, tout démonter et tout remonter, mais nous avions aussi les techniciens qui étaient au sous-sol et qui venaient aussi tout vérifier. Mais c'était... Et vous avez connu les appareils spécifiques de la Croix-Rousse. Alors, les appareils spécifiques de la Croix-Rousse, qui avaient été faits justement par le professeur Vincent et M. Jandot, qui était le technicien. Monsieur le professeur Vincent était très, très bricoleur aussi, et il avait utilisé un petit moteur de 2 chevaux, avec un disque, et puis un soufflet, et puis l'arrivée c'était de l'air comprimé qu'on mettait là, et on voyait la vessie qui se gonflait, qui se dégonflait. Vous savez sur quoi il avait pris son moteur? Oui, Alors dites-le. c'est sur le moteur de 2 chevaux à l'époque. Exactement. C'est dans un garage qui est à quelques 100 mètres d'ici. Ah bon. Voilà. Et alors, par contre, vous avez connu à fond les poliomyélites. Vous n'avez pas vécu les diphtériques. Alors non, les diphtériques étaient à cette époque-là, étaient à Malais. Mais moi, je n'y étais pas à ce moment-là. Mais il y a eu quelque chose de très important, c'est que c'était la salle Malais, c'était une sœur Malais, on avait donné son nom à la salle, parce qu'avec les diphtériques, elle les tubait. C'est ce qui a été l'ancêtre, je pense, des intubations. Elle avait une certaine façon de mettre le tube, parce que la diphtérie, c'était quand même une peau qui obstruait la trachée et les gens étouffaient. Vous faites bien rappeler cela, puisqu'il y avait eu une discussion, un débat entre les intubateurs et les trachéotomiseurs, et Sœur Malais était exceptionnelle. On la réveillait au milieu de la nuit pour intuber les
ça démontre bien l'importance de ce personnel que l'on appellerait maintenant paramédical. Et l'importance était liée au fait qu'elle était là 24 heures sur 24 et 365 jours par an. C'est ce que je voulais leur rendre. Et alors aussi, et ce sera une parenthèse, les hospices, dans le fond, ils ne dépensaient pas beaucoup pour vous. Depuis quand vous ne portez plus l'habit? Oh, moi, c'est depuis 1988, mais les premières ont quitté l'habit en 1972, après le concile. Ça a été un événement. Ça a été un événement, bien sûr, pas toujours compris par tout le monde. Et elles ont quitté l'hôpital en même temps, et on a ouvert les premières communautés en 1972-73. Communauté hors hôpital. Hors hôpital. C'est-à-dire que les sœurs se sont libérées de la contrainte, la dernière contrainte. Elles ont demandé à rompre le contrat, et après, elles ont été considérées comme du personnel salarié. Et puis, il y en a un certain nombre Mais comme ça. jusqu'à 1990, les hospices avaient 1000 infirmières ou accoucheuses qui ne payaient pas. Et ça a été une chose essentielle à comprendre.